Alors, hop. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous sommes désormais 49. Merci de votre patience. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Allez, j'attends 36 et à 36, on pourra commencer. Je pense que tout le monde ou la majorité des gens, en tout cas, nous auront rejoints. Donc, en tout cas, bienvenue à ce webinaire dédié à la coopération décentralisée franco-marocaine qui est aujourd'hui réservé aux collectivités territoriales françaises. Il est organisé par la DAECT, par l'ambassade de France à Rabat et par Cités Unies France. Nous avons plus de 60 inscrits, les derniers nous rejoignent. Et je vais sans plus tarder maintenant laisser la parole aux personnes qui vont l'introduire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Absalem. Bonjour. Bonjour aux uns aux autres. Bonjour. Bonjour à Geneviève, que j'ai déjà eu ce matin au téléphone. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Je coupe le micro tout de suite. Bonjour Monsieur Rebsamen. Donc, Madame Moreau, Monsieur Rebsamen sont ici, donc je propose de démarrer cette réunion. Donc, je laisse tout de suite la parole. Je ne la voyais pas, mais ça va venir. On ne peut pas voir tout le monde. Voilà, j'ai Madame Moreau, très bien. Je la salue aussi. Bonjour, Absalem. Donc, je propose de tout de suite laisser la parole à Madame Moreau, donc ambassadeur, déléguée à l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et européennes. Puis nous laisserons ensuite la parole à Monsieur Rebsamen, président de Cités Unies France et maire de Dijon. Donc tout de suite, Madame Moreau, Madame l'ambassadeur, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup Virginie. Bonjour, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire aux côtés de Monsieur Rebsamen, qui a été récemment non seulement réélu à la mairie de Dijon et à la présidence de Dijon Métropole, mais aussi à la présidence de Cités Unies France. Or, Cités Unies France, on le sait bien, c'est un partenaire quotidien pour la DAECT. Et donc, très heureuse que nous ayons un nouveau président avec qui travailler. Le plaidoyer, les tâches de plaidoyer et d'explication sont particulièrement importantes en cette fin d'année 2020, parce qu'il y a à la fois, bien entendu, cette crise du Covid qui soumet à rude épreuve et surtout à rude incertitude en fait toutes nos coopérations, mais ça on le savait depuis un peu plus longtemps. C'est une année électorale aussi, avec les élections municipales et intercommunales, ce qui fait qu'il y a de nouveaux élus qui sont arrivés aux responsabilités, que des équipes sont renouvelées et que chacun se prépare finalement pour commencer le nouveau mandat et pour établir ou renouveler des stratégies. Donc c'est un moment qui est particulièrement crucial. Alors c'est la raison pour laquelle, sous l'égide de la CNCD, que M. Rebsamen connaît aussi très très bien, puisqu'il a été le vice-président pendant plusieurs années, nous avons publié le mois dernier le guide opérationnel de la coopération décentralisée, qui est un document avec une approche extrêmement pragmatique. Il s'agit de répondre de la façon la plus concrète possible aux questions que tout élu se pose. En quoi est-ce que la coopération internationale va pouvoir répondre aux attentes de mes concitoyens? En quoi est-ce que cela m'aide à mettre en œuvre mon programme? Et comment passer de la théorie, de la décision de principe au projet concret. C'est pourquoi la DAECT, après avoir coordonné la rédaction du guide opérationnel, lance maintenant une série de webinaires qui est destinée à approfondir certains des points traités avec des explications supplémentaires, des exemples et surtout des interlocuteurs qui seront en mesure de répondre aux questions que se posent les élus et leurs équipes. Alors, le webinaire consacré au Maroc est le premier de la série
des webinaires du guide opérationnel. Ce n'est pas un hasard. En effet, le Maroc, c'est le pays de la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient où la coopération décentralisée avec la France est la plus développée. Il y a environ 80 collectivités territoriales françaises qui ont développé des coopérations avec des collectivités marocaines. Et nous avons en particulier plus de 50 partenariats particulièrement actifs et qui structurent les relations entre nos territoires. Depuis 2011, nous avons un accord qui porte sur l'appui à la coopération décentralisée franco-marocaine. Il était prévu pour 3 ans et puis il a été renouvelé en 2016 et en 2018, fin 2018, à chaque fois pour 3 ans. Et l'accord actuellement en vigueur court jusqu'à la fin de 2021. Cet accord met en œuvre un dispositif conjoint de soutien qui est cofinancé à parité par le MEAE et par la Direction générale des collectivités locales marocaines. Il comporte un appel à projets spécifiques franco-marocains, des séminaires réguliers sur des thématiques particulières comme par exemple le développement local, le tourisme durable, pour citer le titre de certains séminaires récents, ou encore les intercommunalités, sujet qui fera l'objet d'un séminaire prochain. La coopération décentralisée se nourrit évidemment des liens très étroits qui existent entre nos deux pays et du nombre important de Français d'origine marocaine et attentifs, particulièrement attentifs aux relations franco-marocaines. Mais les autorités marocaines ont aussi choisi de s'appuyer sur la coopération décentralisée pour faire avancer la décentralisation au Maroc. Le présent webinaire est destiné à vous donner une première approche, à vous éclairer sur le contexte de la coopération avec le Maroc et vous expliquer selon quelles modalités vos projets peuvent être soutenus. Je remercie l'ambassade de France au Maroc ainsi que Cités Unies France pour leur contribution à l'organisation et également au contenu de ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous donnera surtout envie de lancer de nouveaux projets de coopération avec le Maroc. Après cette première approche, il y aura 2 autres webinaires qui vous permettront de poursuivre la discussion et de l'approfondir, cette fois-ci avec la participation de nos amis marocains les 3 et 24 novembre. Voilà pour les généralités. Je vous remercie d'être nombreux à participer à ce webinaire et je repasse la parole à notre modératrice. Merci Madame Moreau, merci Madame l'ambassadeur. Avant de passer la parole tout de suite à Monsieur François Rebsamen, président de Cités Unies France, maire de Dijon et président de Dijon de Métropole, une dernière petite demande, une fois encore, je demande à tous ceux qui sont susceptibles d'avoir leur micro allumé de bien veiller à l'éteindre, sinon on entend les gens qui sont à côté d'eux. Merci d'avance. Monsieur Rebsamen, vous avez la parole. Merci, je vais renouveler, comme vous venez de le faire, l'invitation des uns et des autres pour ceux qui ne parlent pas de couper leur micro, parce que sinon on entend les conversations et c'est assez désagréable. Permettez-moi d'abord de vous saluer toutes et tous, d'adresser des remerciements particuliers à l'ambassade de France, à Madame Moreau, Madame l'ambassadeur, et puis à la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales pour notre coopération qui est qualitative, en particulier sur ce pays, le Maroc. En effet, le Maroc, c'est un pays qui est stratégique pour Cités Unies de France. J'ai encore eu loisir d'échanger la semaine dernière plusieurs fois avec notre ancien président, Roland Ries, que je salue, et cela de longue date. Et vous le savez, c'est dû bien sûr à l'intensité, on va dire, de nos liens entre nos deux pays. Je voudrais également profiter de cette webinaire, la première d'une série de 3, je remercie Madame Moreau de l'avoir rappelé, pour adresser mes remerciements à un personnel et en votre nom à Jean Roata pour son engagement. Et puis, l'information à donner pour vous sur le fait que le président du groupe pays Maroc, puisque vous savez, on est
en attente, sera désigné à l'issue des élections régionales et départementales au printemps prochain, vraisemblablement au printemps prochain. Ce qui me permet de vous dire que je ne resterai pas tout ce webinaire avec vous en présence parce que je suis moi-même atteint de la Covid en ce moment. Et donc, si ma santé va bien, j'ai quand même encore un peu de fatigue et surtout un peu de fièvre. Mais sinon, je vous rassure, tout va bien aller. Et donc, nous avons donc à attendre ces élections régionales et départementales. Voilà. Le groupe Pays Maroc, c'est en réalité une instance qui est pour nous, il faut le dire, indispensable pour connaître les acteurs institutionnels, français notamment, l'ambassade de France, la délégation à l'action extérieure des collectivités locales, mais aussi pour nous rencontrer, pour, ça a été dit, mais pour partager nos expériences et nos innovations, pour mieux connaître le Maroc et ses évolutions politiques, administratives, parce que c'est assez complexe, il faut bien le dire aujourd'hui. Moi-même, j'ai beaucoup eu d'occasion de coopérer avec nos amis marocains, et je le sais, identifier les sources de financement essentielles pour nos projets. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux chantiers essentiels pour ce groupe Pays Maroc. Et donc, premièrement, il faut poursuivre tout le travail sur le renforcement institutionnel de nos collectivités afin de partager avec les collectivités territoriales marocaines, qui sont très demanderesses, nos réflexions sur l'élaboration et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Ils sont même des fois fortement demandeurs. Et donc, nous avons besoin de renforcer ce travail, de le poursuivre et de le renforcer. Et puis, poursuivre, mais vous vous en doutez, nos coopérations, malgré un contexte sanitaire qui nous contraint tous, qui est éprouvant, il faut bien le dire, et essayons de prendre ce qu'il peut y avoir de positif pour voir les innovations que cela peut entraîner ou susciter dans nos manières de faire, de se rencontrer et d'échanger. D'où notre volonté donc de proposer… Maire de Dijon-Verrois. Oui, bonjour, c'est toi qui as pris la parole. D'où notre volonté de proposer cet agenda. Alors, il y en aura 3 webinaires, elle l'a dit Madame Moreau, Madame l'ambassadeur. Il y en aura un le 3 novembre, je crois, et puis un autre qui devrait se tenir vers le 21 novembre. Donc, voilà, 3 occasions d'échanger pour voir et comment agir si la situation de la crise sanitaire se prolonge, ce qui est malheureusement vraisemblable au moins pour le trimestre qui vient. Enfin, il y a d'un point de vue plus global, on pourrait dire, l'enjeu c'est de continuer à dialoguer en permanence avec nos partenaires du sud de la Méditerranée au regard d'une actualité en France particulièrement dramatique avec, vous le savez, cet attentat, ces nouvel attentat terroriste fait par un islamiste. Et donc, on voit bien que les relations se compliquent avec une partie des pays arabes, du monde arabe, et donc il est très important de maintenir cet enjeu de dialogue. Alors, moi, je vais terminer par là, puisque c'était une courte introduction. Le mieux, c'est de vous laisser aux uns et aux autres la parole. Donc, je vous souhaite des échanges fructueux. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Je serai sorti de la Covid, j'en suis sûr, le 3 novembre. Et je vous invite à rejoindre ce groupe, mais si vous êtes là, c'est déjà que vous avez cela en volonté, le groupe Pays Maroc de Cités Unies et France, pour les collectivités, et il y en a peu qui n'y seraient pas encore associés. Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être présent malgré ce contexte sanitaire qui vous affecte particulièrement. Sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette session, Élodie vous a transmis dans le fil de la conversation le programme de cet échange en 4 points. Vous pouvez le reparcourir, je ne vais pas le répéter nécessairement. Je me permets de rappeler quelques règles techniques inhérentes à l'organisation des réunions qui se déroulent comme ça en visioconférence. Pensez bien à couper vos micros quand vous ne parlez pas.
Demandez la parole, ne la prenez pas comme ça au vol, sinon c'est ingérable, et vous pouvez utiliser le fil de la conversation pour le faire. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, je vais tout de suite passer la parole maintenant à Madame Laurence Levaudel-Claus de l'ambassade de France à Rabat. Elle est responsable du pôle gouvernance et elle va vous présenter, donc en une dizaine de minutes, les relations de coopération qui existent entre la France et le Maroc, l'action de l'ambassade de France en matière de gouvernance, et elle va vous donner des éléments aussi de présentation sur le réseau français au Maroc. Donc, Madame Levaudel, je vous laisse tout de suite la parole. Alors, merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Monsieur le Président et bon rétablissement surtout. Merci Madame l'ambassadeur et merci à la DAECT, à Cité Unifrance de leur implication dans ce cycle. Alors déjà, je vous prie de m'excuser parce que peut-être qu'il y aura 2-3 bruits. Je suis actuellement en mission à Essaouira et au cœur de la Médina. Donc voilà, il se peut qu'il y ait 2-3 bruits qui sont indépendants de ma volonté. L'idée aujourd'hui pour nous, c'était de rapidement introduire les grands enjeux de notre coopération au Maroc, dont vous êtes, vous, représentants des collectivités territoriales, pleinement acteurs. Comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays à revenu intermédiaire de 40 millions d'habitants, monarchie constitutionnelle dirigée par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis 1999 et gouvernée par le parti Justice et Développement avec le Premier ministre en la personne de M. Saad Eddine El Othmani qui a été nommé en 2017. Sa Majesté le roi au pouvoir depuis 1999 a engagé la modernisation politique, économique et sociale du pays, grand plan sectoriel, réforme du code de la famille notamment, de la protection sociale, grand dynamisme de la société civile, progrès dans la transparence électorale. Tout ça a été impulsé dès son arrivée au pouvoir, mais également dans le cadre du contexte régional au printemps 2011, qui a accéléré ce mouvement, puisque le roi, dans son discours de mars 2011, avait annoncé une réforme constitutionnelle. Une nouvelle constitution a alors été élaborée sur la base de consultations étendues auprès des partis politiques, des syndicats, de la société civile. Et ce nouveau texte a réellement clarifié la relation entre les pouvoirs et renforcé le rôle du chef de l'État et du chef du gouvernement, et du Parlement. Le Maroc, au point de vue économique, alors simplement sur la réforme particulière qui nous concerne aujourd'hui et qui est vraiment le grand plan de régionalisation avancé, je laisserai la parole à Elodie par la suite qui vous détaillera plus précisément ce grand chantier. Sur le plan économique, le Maroc a renoué réellement avec la croissance économique depuis le début des années 2000. Mais elle reste encore, cette croissance économique, extrêmement corrélée au secteur agricole et extrêmement dépendante du secteur agricole. En 2016, par exemple, on a connu une croissance réellement à la baisse de 1,6% qui a été due à la sécheresse et au taux de pluviométrie. Le taux est remonté à 4% en 2017 et s'est stabilisé 2018-2019 à 3% à peu près. L'idée, pour le Maroc, c'est de s'appliquer à favoriser une meilleure, résilience de l'économie marocaine par rapport aux fluctuations agricoles et de pouvoir, en ce sens, impulser de grandes réformes dans le cadre d'une stratégie de diversification sectorielle. Malgré tous ces indicateurs encourageants, le point noir demeure le taux de chômage qui peine à diminuer, qui touche à peu près 10% de la population active aujourd'hui et principalement les jeunes, on estime à peu près qu'un tiers des 15-24 ans sont actuellement au chômage. Pour contrer ces inégalités, le roi a fait du développement du pays une réelle priorité nationale, notamment dans un discours du trône l'an passé, en juillet 2019, sur lequel il a
renouvelé son appel à la réévaluation du modèle de développement national et a créé une commission spéciale chargée du développement qui devrait rendre son premier compte rendu a priori au mois de décembre. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Bah, si tu peux. On vous entend très bien, il y a juste quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Ok. Deux autres petits points assez, dirons, généralistes. Le Maroc est très actif sur la question migratoire, qui est aussi un gros sujet de coopération. Depuis l'appel du roi en septembre 2013 pour une gestion plus humaine des migrations, on a eu des mesures fortes en direction des réfugiés et des demandeurs d'asile qui ont été prises. Une dizaine de milliers de demandeurs d'asile ont été régularisés entre 2013 et 2017. Et le Maroc s'implique également à ce sujet dans les instances internationales. On a eu à Marrakech la 11e édition, donc en 2018, la 11e édition du Forum mondial de la migration et du développement, à la suite duquel a eu lieu la conférence internationale sur les migrations. Notamment. Le pays est également engagé dans la transition écologique avec le succès de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. Le roi avait pris part personnellement en présence du prince héritier au One Planet Summit, qui est le sommet organisé chaque année en décembre à Paris. Et il y a énormément de projets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont été lancés ces dernières années. Une centrale solaire, la centrale solaire Nord à Ouarzazate, de nombreux parcs éoliens, des instituts de formation au métier des énergies renouvelables, entre autres. Et enfin, pour dresser ce tableau, pour achever ce tableau généraliste, on a une relation entre le Maroc et l'Union européenne qui s'est concrétisée par un accord d'association signé en 1996, entré en vigueur en 2000. En octobre 2008, donc sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Maroc s'est vu reconnaître ce qu'on appelle un statut avancé. Ce statut s'inscrit dans un cadre établi effectivement par l'accord d'association et vise à approfondir les relations politiques, une intégration au marché économique, par un rapprochement réglementaire notamment. À souligner que le Maroc est le premier bénéficiaire de la politique européenne de voisinage et de l'aide financière. On a un budget décaissé à peu près 200 millions d'euros par an sur la coopération de la délégation de l'Union européenne, qui atteindra à peu près 450 millions cette année dû au refléchage lié à la crise sanitaire. Donc voilà, pour chiffrer un peu les choses et que, comme le rappelait Madame l'ambassadeur en parlant de la densité de la relation entre la France et le Maroc, elle se comprend aussi à la lecture des chiffres. On a une communauté française au Maroc qui est estimée à 55 000 ressortissants, en tout cas au dernier registre des Français établis hors de France fin 2018. On était à 55 000 ressortissants français au Maroc, dont à peu près la moitié sont des binationaux. Bon, dans les faits, et encore une fois, la gestion des rapatriements liés à la crise sanitaire ces derniers mois nous a montré qu'on était plutôt plus proche de 80 000 que de 55 000. Et puis, on a une communauté marocaine en France qui est estimée à 1,5 million de personnes. Donc, ces chiffres-là rappellent aussi, au-delà de l'histoire, mettent en lumière certaines raisons de la densité de cette coopération. Dans ce qui est, les enjeux et les orientations de la coopération française au Maroc, faut tout d'abord rappeler que la France maintient un effort extrêmement important de coopération avec le Maroc, puisque le Maroc est le premier bénéficiaire de notre aide au développement, étant un pays à revenu intermédiaire, mais premier bénéficiaire de notre aide au développement, premier pays d'intervention du réseau français à l'étranger, premier en termes budgétaires, en termes de réseau. Donc nous avons 12 instituts français, dont d'ailleurs je crois qu'un représentant de l'Institut français, le directeur de l'Institut français de Marrakech doit être avec nous. Mais on a 12 instituts français, une alliance française, 42 écoles françaises, qui représentent à peu près 47 000 élèves donc, scolarisés dans ce réseau d'écoles françaises au Maroc. Chiffre
parallèle, à peu près 47 000 étudiants marocains en France, premier contingent d'étudiants étrangers en France d'ailleurs, un réseau de 6 consulats généraux notamment, et puis des opérateurs dont l'AFD, l'Agence française de développement, pour lequel le Maroc est le premier pays d'intervention, là encore, France Volontaire, dont je salue le directeur aussi qui doit être avec nous, l'IRD, l'Institut de recherche et développement, un centre de recherche du CNRS qui s'appelle le Centre Jacques Berck, enfin voilà, un réseau assez impressionnant qui finalement marque cette relation qu'on qualifie d'exception entre la France et le Maroc. La finalité de notre coopération est assez claire, c'est contribuer au développement dans la stabilité de ce pays en soutenant une libéralisation économique, politique, culturelle et en l'aidant aussi à réduire les risques induits par une transformation extrêmement rapide. Ce développement et cette stabilité du pays se jouent dans un certain nombre de secteurs dans lesquels le service de coopération s'efforce de concentrer sa politique de solidarité. Premier point, l'éducation et la formation. Et c'est clairement un des enjeux numéro 1 ici. Le Maroc s'est doté d'une stratégie pour l'éducation afin de lutter contre le décrochage scolaire. Ce que les responsables marocains ont pu qualifier de mauvaise qualité de l'enseignement à un moment donné, pénurie de professeurs, insuffisance de la voie professionnelle et un retour au français comme langue d'enseignement. Depuis 2017, on commence à réintroduire le français comme langue partielle d'enseignement aux côtés de l'arabe. Énormément de lycées et de collèges ont basculé, pour l'instant au niveau de la 6e dans l'éducation bilingue français et arabe. Et c'est réellement une révolution éducative après les années de politique d'arabisation, qui est susceptible aussi, vous, dans vos coopérations, de réancrer la francophonie vraiment dans ce pays. Donc, toutes ces réformes sont soutenues notamment à travers des concours de l'Agence française de développement de plusieurs millions d'euros. Un grand point aussi sur le développement du secteur universitaire, qui est confronté à un phénomène de massification aujourd'hui au Maroc, en soutenant pour notre part les processus d'autonomie, de fusion des universités, en formant des nouvelles générations d'enseignants-chercheurs à travers des programmes de bourse, des programmes de recherche conjoints, en aidant les établissements à se doter des MOOC ou à se rapprocher des entreprises. L'implantation des universités, des grandes écoles françaises est également un enjeu puisque beaucoup de grandes écoles françaises ont décidé de s'implanter ici. L'ESSEC, Centrale, l'INSA, Dauphine, l'EM Lyon notamment, et se servent quelque part de cette plateforme marocaine pour former des étudiants marocains, mais également des étudiants de tout le continent africain. Et enfin, la formation professionnelle dans ce triptyque éducation, enseignement, formation professionnelle, qui apparaît essentiel dans un pays où, là encore, plus d'un tiers des jeunes 24-35 ans est sans emploi. Là encore, l'AFD a soutenu notamment la création d'une trentaine de centres de formation spécialisés dans des métiers porteurs et le service de coopération fait un accompagnement des réformes qui sont sollicitées par nos partenaires. En termes d'économie, notre coopération vise à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, le secteur bancaire et financier. Elle apporte également, dans un pays encore très dépendant de l'agriculture, un important appui aux infrastructures agricoles, au développement des zones rurales et soutient des grands programmes, notamment le programme solaire Nord dont on parlait tout à l'heure, avec un objectif de 52% d'énergie renouvelable en 2030. Le soutien à la formation des métiers, aux métiers des énergies renouvelables, aux accès au financement pour les entreprises, etc. Le développement urbain, grand point important aussi, dans un pays qui connaît une urbanisation à grande vitesse. Je pense que bon nombre d'entre vous ont dû se rendre à Casablanca, qui est une ville qui vraiment illustre ce développement urbain
parfois un peu anarchique, mais en tout cas extrêmement rapide. Et donc, les villes font face à de nombreux défis sur lesquels, là encore, le service de coopération accompagne les demandes sur la lutte contre l'insalubrité, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'électricité, la collecte des déchets, tous ces services d'intérêt généraux sur lesquels voilà, vous êtes précieux, en tout cas dans vos coopérations et ce que vous construisez avec les collectivités territoriales. La France, elle est également très engagée dans le développement des infrastructures de transport, notamment le développement des tramways, de la ligne à grande vitesse qui aujourd'hui relie Tanger à Casablanca et qui s'étendra à Marrakech, sur lequel Alstom est extrêmement, est le partenaire principal. Et puis enfin, renouvellement de l'action aussi pour nous, et aussi pour toucher des publics élargis par un accompagnement à la politique de grands événements culturels, puisque le Maroc est réellement en train de renouer avec des grandes manifestations artistiques, se positionne sur des grosses manifestations culturelles et sur lequel, là encore, grâce au réseau des instituts français et aussi des programmes des collectivités territoriales, on accompagne sur soit des gros événements, des tournées de la Comédie Française ou des choses qui sont vraiment conséquentes, l'organisation des nuits électroniques, des rencontres d'écrivains ou alors la participation à des festivals locaux qui sont essentiels pour le développement des territoires. Alors, dans toute cette myriade, on va dire, de sujets de coopération, peut-être vous présenter plus précisément et rapidement pour être dans les temps le pôle gouvernance dont je suis responsable. Donc, le pôle de gouvernance au sein du service de coopération et d'action culturelle travaille essentiellement sur, on va dire, 4 gros piliers. La coopération administrative entre le Maroc et la France et qui est extrêmement dense sur des sujets sollicités par les ministères qui vont d'accompagnement des réformes en matière de jeunesse, de migration et développement, moins l'aspect sécuritaire puisqu'on a un autre service qui est en charge de ça. Tout ce qui va être des coopérations voilà, entre le secrétariat, les 2 secrétariats généraux du gouvernement. Globalement, une coopération administrative très forte puisqu'on a une similarité des institutions qui fait qu'il y a en tout cas des échanges extrêmement facilités. Dans cette coopération administrative, le pôle gouvernance met en place des programmes de bourse à destination des fonctionnaires pour notamment l'École nationale d'administration, mais aussi les IRA, et envoie en cycle court à peu près 100 fonctionnaires marocains en France chaque année, et en cycle long, 5 fonctionnaires marocains qui ont passé les concours de l'ENA et des IRA et réussi ces concours. Un gros programme aussi au sein de cette coopération administrative d'échange de Wali. Là encore, les partenaires se connaissent extrêmement bien. Il y a tout un programme d'échange sur les sujets de déconcentration, décentralisation et la répartition des compétences, la formation, les ressources humaines pour les wilayas sont vraiment un dossier très important. Donc là encore, on accompagne les demandes de nos partenaires marocains. Deuxième gros axe, la société civile. Pour clarifier les choses, le SCAC, donc le service de coopération et d'action culturelle par le pôle gouvernance, soutient la société civile marocaine, alors que l'Agence française de développement soutient financièrement la société civile, c'est-à-dire les associations françaises qui vont intervenir au Maroc avec des partenariats locaux. Alors évidemment, tout ça est sujet à des échanges et une grosse coopération avec l'AFD. En tout cas, le pôle gouvernance aujourd'hui soutient financièrement environ 150 associations qui maillent le territoire. Nous enverrons le lien du
site que nous avons mis en place qui s'appelle asso.lafranceaumaroc.org et qui recense par thématique, par région, tous les soutiens apportés, que ce soit par le pôle gouvernance, mais aussi par les instituts français ou les consulats sur les associations marocaines. Là encore, il existe vraiment des synergies de territoire et de coopération avec ce que vous faites à l'échelle des collectivités territoriales. Troisième point, la coopération multilatérale. Donc, tout ce qui est représentation sur les réunions des bailleurs de fonds, Banque mondiale, Union européenne, les agences de l'ONU, les agences thématiques de l'ONU avec lesquelles on travaille. La France est récipiendaire d'énormément de fonds européens, de financement européen sur des programmes institutionnels ici. Là encore, par similarité des administrations, les partenaires marocains sont extrêmement demandeurs de coopération avec la France financée par l'Union européenne. Et on travaille dans ce cadre européen énormément avec l'Espagne et la Belgique. Et puis, troisième point, la coopération territoriale, sur laquelle, effectivement, grâce à la DAECT et au programme qui va vous être présenté dans quelques minutes, nous essayons de concentrer aussi notre action sur ces échanges de territoires et dans le cadre aussi de cette régionalisation avancée qui est l'un des grands chantiers du Royaume du Maroc en ce moment. Donc, sachez que le pôle gouvernance fait toutes ces choses-là. On est une petite équipe. On a la chance d'avoir, et je vais lui céder la parole, Élodie Martelière, qui est mise à disposition par la DAECT au sein du pôle gouvernance et qui est aussi votre interlocuteur sur tous vos dossiers. Nous sommes évidemment à votre disposition. Pour les éclairages plus politiques, nous sommes à votre disposition évidemment, mais on peut aussi solliciter le département du Quai d'Orsay et plus particulièrement la section Afrique du Nord, Moyen-Orient, la direction politique et géographique qui pourra vous envoyer un éclairage politique et actualisé de toute cette coopération. Et puis moi, je vois qu'il y a eu un commentaire sur la présentation. Nous vous enverrons évidemment à l'issue de la réunion les présentations. Merci beaucoup de votre attention et je cède la parole, je pense, à Anne-Marie. Non. Ah non, Élodie alors, excusez-moi. Alors, juste me permets, comme animatrice, de reprendre la parole juste pour vous remercier déjà pour la qualité, le point général que vous venez de nous proposer sur le Maroc. Je pense nous pensons effectivement qu'il est important de comprendre le mieux possible le pays avec lequel on travaille pour pouvoir avoir l'intervention la plus adaptée. Donc, merci pour ce point général. Bien sûr, il y aura un compte-rendu de cette réunion et on restituera tout ça dans ce compte-rendu. Donc, merci beaucoup, Madame Levaudel. Y a-t-il des questions avant que nous ne passions la parole, effectivement, à Élodie Martelière? Je n'en ai pas vu apparaître dans le chat, là, à côté. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la parole directement à Élodie Martelière, donc, qui est chargée de mission à l'ambassade de France sur les questions de coopération territoriale et qui vous parlera donc du processus marocain de décentralisation et de régionalisation avancée. Donc, Élodie, je te laisse la parole. Merci Virginie. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vous parle depuis Rabat. Je vais donc vous donner quelques éléments synthétiques de compréhension concernant la décentralisation et les collectivités marocaines. On remonte à 1959, c'est-à-dire 3 ans après l'indépendance. Donc, le Maroc a adopté son premier découpage communal et créé à ce moment-là 2 niveaux de collectivité que sont la commune et la préfecture. Ensuite, les différentes réformes qui ont permis d'enregistrer des avancées tangibles, mais malheureusement insuffisantes. Et ce n'est par exemple qu'en 1992 que la Constitution prévoit la région. Alors, au début des années 2000, pour lutter contre la pauvreté et les grosses inégalités socio-spatiales, l'État marocain a décidé d'accélérer le processus de décentralisation.
pour faire des collectivités locales des véritables partenaires du développement. En 2005, c'est la commune qui est ciblée. Elle devient un petit peu le pilier du plan stratégique de renforcement de la décentralisation au Maroc à travers le plan d'action que l'on appelait la commune à l'horizon 2015. En 2009, une nouvelle loi a renforcé cette réforme tout en renforçant les attributions des communes en matière de planification, de gestion et de développement local. À l'époque, on parlait des plans communaux de développement. Mais à partir de 2010, l'État marocain va plutôt miser sur l'échelon régional, avec ce qu'on appelle la régionalisation avancée, un terme que vous entendrez fréquemment. La régionalisation avancée, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle maroco-marocain de régionalisation applicable à tout le Maroc. En juillet 2011, la 6e constitution du royaume depuis l'indépendance, qui a été adoptée par référendum, instaure en particulier le suffrage universel pour l'élection des conseillers régionaux et constitutionnalise le processus de régionalisation, ce qui le rend irréversible. Comme en France, en 2015, au Maroc, il y a un découpage territorial qui crée 12 régions au lieu de 16 auparavant. Et puis, en juillet 2015 également, 3 lois organiques sont adoptées, l'une pour les régions, l'une pour les préfectures et les provinces et l'une pour les communes. Bon, ce sont des textes fondamentaux qui expriment une nouvelle logique de définition des compétences de chaque niveau territorial qui fait la distinction entre les compétences propres, les compétences partagées et transférables. Depuis, il y a eu beaucoup de décrets d'application, mais force est de reconnaître que dans les faits, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de clarifications sont attendues, notamment sur ces questions de répartition des compétences. Néanmoins, le plus gros chantier actuellement qui est attendu de tous, et en particulier des présidents de région, c'est celui de la déconcentration administrative, qui logiquement aurait dû avancer au même rythme que la régionalisation, mais ce n'a pas été le cas. Il a pris beaucoup de retard et donc a retardé aussi la régionalisation. La charte nationale de déconcentration administrative est entrée en vigueur seulement en décembre 2018 et pourtant elle n'est pas véritablement encore opérationnelle. Très concrètement, un président de collectivité qui veut monter un projet touristique doit toujours aller voir les ministères à Rabat pour solliciter un soutien parce que la délégation régionale du tourisme qui existe n'a pas véritablement de pouvoir. Voilà. Alors, le pilote de la régionalisation avancée, c'est la Direction générale des collectivités locales. Depuis le mois d'août, on ne dit plus la DGCL, on dit la DGCT, donc c'est la Direction générale des collectivités territoriales, qui relève du ministère de l'Intérieur. C'est vraiment, quand vous commencez à collaborer avec des collectivités marocaines, c'est un partenaire incontournable. On ne peut pas faire grand-chose avec des collectivités si on n'est pas en lien également avec la Direction générale des collectivités locales. Son responsable, c'est le Wali DGCT, en l'occurrence Khalid Safir, que vous rencontrerez notamment le 3 novembre, qui nous fera l'honneur de co-présider le webinaire du 3 novembre. Donc la DGCT, comme va vous l'expliquer Anne-Marie, est le copilote du dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-marocaine. Alors là, je vais vous donner quelques petites définitions. Je m'excuse auprès de mes collègues au Maroc depuis longtemps, parce que ça va leur paraître un peu basique, mais bon, je parle surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien le Maroc. Alors en région, le représentant de l'État, c'est le Wali, c'est l'équivalent de notre préfet de région en France. Dans les provinces et préfectures, le représentant de l'État, c'est le gouverneur, l'équivalent du préfet de département. Et puis au niveau des communes urbaines, le représentant de l'État, c'est le pacha. Pour les communes rurales, c'est le chef de cercle, mais ça, vous avez moins l'occasion de rentrer en contact. Aujourd'hui, on compte 1503 communes au Maroc, 75 préfectures et provinces. On parle de préfecture quand on est en milieu urbain, on parle de province quand on est au milieu rural. Et 12 régions, comme je l'ai dit. Les prochaines élections devraient avoir lieu à l'automne 2021, puisque les dernières étaient en 2015. Les élus des 3 échelons ont des mandats de 6 ans. Donc, logiquement, les prochaines élections sont à l'automne prochain. Simplement, il y a actuellement un débat, il y a des rumeurs, en tout cas des débats sur la probabilité d'un report, du fait du Covid, bien entendu.
Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore. Officiellement, c'est maintenu à l'automne prochain. La DGCT a créé 3 associations fêtières de collectivités locales et contribue à leur financement. Donc, l'Association des régions du Maroc, l'ARM, qui a été créée en 2007 avec l'appui de l'Association des régions de France. Elle est présidée actuellement par Mohamed Lancer, qui est le président de la région Fès-Meknès. Ensuite, nous avons l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, créée en 2013, présidée par Mohamed Boudra, qui est le maire d'Al-Hoceïma et qui est aussi le président de CGLU depuis novembre 2019. Je précise qu'Al-Hoceïma n'a pas encore de partenaire en France, si ça intéresse certains. Voilà. Alors, l'Association marocaine des présidents de conseils préfectoraux et provinciaux, qui est la dernière née puisqu'elle a été créée en février 2019. Elle est présidée par Saad Ben Barek, qui est le président du conseil de la préfecture de Rabat. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il existe quand même de nombreux points de convergence entre les processus de décentralisation français et marocains, en particulier dans le contenu des réformes. Bon, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que ça serait trop long, mais tout ça, ça nous offre quand même un terrain très favorable au niveau de la coopération. Bon, au niveau étatique, comme vous l'a expliqué Laurence, au niveau de la coopération décentralisée, bien entendu, actuellement, on estime à peu près 70 partenariats de coopération décentralisée entre collectivités françaises et marocaines. Bien sûr, toutes n'ont pas le même niveau de dynamisme. Certaines sont un peu assoupies, mais elles peuvent se réveiller à tout moment. Et parmi ces partenariats, beaucoup développent des projets liés directement ou indirectement, enfin visent directement ou indirectement à accompagner le processus de régionalisation et de décentralisation marocain. Alors, je ne peux pas citer tous ces projets. Je parlerai d'un des plus importants en termes de moyens déployés et de parties prenantes. C'est le projet Région 2021. C'est un programme dédié au renforcement des capacités des cadres et des élus des conseils des régions marocaines. Il est piloté par la région Occitanie et l'Association des régions du Maroc. Il a bénéficié du soutien de l'AFD au titre de sa FICOL. Pour ceux qui ne savent pas, la FICOL, c'est un financement de l'AFD dédié à la coopération décentralisée des collectivités locales françaises. Donc, ce projet implique côté français d'autres organismes comme la VITEM, le CNFPT, des universités côté français. Et puis, donc, il est ouvert aux autres régions. C'est ça sa caractéristique première, c'est qu'il a vocation à impliquer les régions françaises pour qu'ensemble, en synergie, elles prennent tous part à ce programme de formation de leurs partenaires, les régions marocaines. Donc, plutôt que chacun fasse son programme de formation, l'idée, c'est quand même de créer une synergie, une belle synergie positive autour de ce programme. Et puis, enfin, l'appui de la France au niveau du processus marocain de décentralisation, ce sont également les dispositifs franco-marocains d'appui à la coopération décentralisée qui se sont succédés depuis 2005 et dont Anne-Marie va vous parler maintenant. Merci. Merci Élodie, merci pour cette présentation très complète aussi et qui est utile, je pense, à la fois pour ceux qui travaillent depuis longtemps au Maroc ou pour ceux qui ont décidé de travailler plus récemment avec le Maroc. Peut-être avant de passer la parole à Anne-Marie, il y a 2 questions dans le fil de la conversation. Une première question de Dominique Ginouve de la ville de Marseille qui demande s'il y a des demandes. Alors, je n'ai pas très bien saisi, Dominique pourra peut-être le préciser, des demandes particulières juste par région. Alors, est-ce que c'est en matière de coopération ou en matière de développement de façon générale? Peut-être, Dominique, si tu peux le préciser. Et puis, il y a la ville de Chambéry qui nous demande s'il y a des attentes concernant des coopérations avec les parcs naturels régionaux et les géoparcs en zone de montagne. Donc, une demande assez spécifique. Voilà. Est-ce que tu peux apporter des éléments de réponse à ces éléments-là, à ces questions-là? Alors, concernant oui, les… Virginie, excusez-moi, Madame Martelière, juste un mot, si je peux dire un mot avant de vous quitter. Merci pour cette présentation vraiment parfaite. Est-ce que vous pourrez, dans le cadre du compte-rendu, indiquer à nos collègues des collectivités territoriales qui sont présents les impairs protocolaires à éviter quand on noue des coopérations intercollectivités avec le Maroc. Je crois que c'est un des sujets qui souvent n'est pas abordé, mais qu'il est important de savoir
Vous avez bien indiqué tout à l'heure pour le responsable des collectivités territoriales au niveau ministériel, à surtout pas oublier, puisque maintenant c'est la direction générale des collectivités territoriales, à surtout pas oublier, mais il y a toute une hiérarchie protocolaire qui est assez compliquée à cerner pour des nouveaux élus qui veulent nouer des coopérations. Si vous pouvez le préciser dans votre compte-rendu, et merci encore pour tout ce que vous nous avez dit. Puis j'en profite pour saluer Anne-Marie Ringold que j'ai vue tout à l'heure apparaître. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bien noté pour cette demande pratico-pratique, mais très, très, très utile, effectivement, très importante. On essaiera d'y veiller dans le compte-rendu, de donner un maximum d'indications en ce sens. Et je rends la parole tout de suite à Élodie. Donc, concernant les parcs naturels régionaux, à ma connaissance, il n'y en a pas véritablement. Enfin, ils n'ont pas le même statut qu'en France. Enfin, il y a des tentatives, notamment du côté de Chefchaouen, avec le parc de Bouachem. Voilà, ce n'est pas la même formalisation du tout qu'en France. Il y a les géoparcs, effectivement, au niveau du Mgoun. Il n'y en a qu'un seul. Mais il y a une forte demande des régions d'un appui à l'organisation de ce type de parc. Mais là, on part de pas grand-chose en termes de structuration. Donc, tout est à faire. Donc, effectivement, les parcs naturels régionaux français sont invités. Je sais que la Corse, qui était parmi nous, le parc naturel de Corse, qui est venu l'année dernière à notre séminaire sur le tourisme, était revenu un petit peu avec des envies de faire des choses. Donc, j'espère que ça se concrétisera. Nous, on est à votre disposition à l'ambassade pour essayer de trouver des partenaires. Mais les demandes côté marocain n'ont pas été exprimées, mais en tout cas, elles sont là, elles sont véritables. Les régions seraient tout à fait d'accord pour encourager aussi les partenariats dans ce domaine. Je n'ai pas trop compris la question de Dominique. Oui, pardon. Alors, en fait, c'était pour rebondir par rapport à la présentation initiale globale du Maroc de la responsable De Laurence. Voilà, de Laurence. Et donc, en fait, je voulais savoir s'il y avait des spécificités de demande, des spécificités par région et du coup, qui entraînent des coopérations peut-être spécifiques. Par exemple, elle a évoqué que c'était très à dominante agricole quand même, le développement du Maroc. Donc, est-ce que selon les régions, il va y avoir une spécificité, je ne sais pas, plus de développement urbain, une autre plus… Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une particularité qui ressort de demande de coopération par région? Ou est-ce qu'il n'y a pas de… Ça dépend des… Enfin, voilà, c'est une question qui me venait, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir des particularités Non, c'est au cas par cas. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de collectivités, je prends l'exemple de la région Beni Mellal Khénifra, qui nous a fait part de son souhait de collaborer avec une région française. Et donc, après, en fonction de ses spécificités, on essaye de trouver, de questionner une région française potentiellement partenaire. Voilà. On connaît grosso modo les caractéristiques. On sait que telle région est plutôt désertique, telle autre est plutôt agricole, etc. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Je me permets de rebondir aussi, Élodie. C'est sûr que les demandes souvent qui émanent des collectivités territoriales marocaines sont liées à une problématique sur un territoire et un besoin d'expertise et de retour d'expérience d'un territoire qui aurait connu ou qui connaîtrait les mêmes problématiques. Je pense à des régions côtières au niveau de la pêche ou comme… Donc, il n'y a pas de logique, mais il y a quand même, on part quand même toujours au départ d'une problématique centrale dans le développement territorial, dans le développement d'un territoire. Je pourrais ajouter, en tous les cas, l'écologie pour toutes les zones urbaines. Ça, c'est sûr. C'est une priorité pour eux. Oui, tout à fait, tout à fait. Il me semble aussi… la question de M. Boudiaf, qui demande si on va évoquer les collaborations de jumelage entre communes. Donc, bien entendu, il y a des… Alors, on ne parle plus vraiment de jumelage, mais en tout cas de partenariat, de coopération décentralisée entre des communes. Il y en a à peu près une quarantaine, entre les communes marocaines et les communes françaises.
Donc, elles sont actives. Voilà, donc moi, je suis à votre disposition pour vous répondre plus précisément. Je me permets également juste d'ajouter, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Madame Levaudel et de Élodie Martelière, il me semble qu'il existe des plans de développement régionaux qui peuvent permettre de mieux, enfin oui, certains sont en cours encore, mais qui permettent aussi de mieux appréhender la perspective de développement de chacune des régions marocaines. Tu as raison de le préciser, les PDR, ce sont les stratégies de chacune des régions. Actuellement, sur 12 régions, il y en a 10 qui ont adopté leur PDR. Donc, c'est comme une feuille de route. En l'état, elles ne seront pas applicables parce qu'elles sont un peu démesurées en termes de financement. Mais en tout cas, ça fait comme une feuille de route et des grandes stratégies avec des projets prioritaires. Et c'est vrai que la plupart, enfin toutes, suivent cette trame. Merci Élodie pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions? Il ne semble pas pour l'instant, donc on va peut-être poursuivre en donnant la parole à Anne-Marie Mével-Ringold de la DAECT pour qu'elle puisse nous parler du dispositif de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine. N'hésitez pas à intervenir comme vous le faites déjà dans le fil de la conversation pour poser vos questions. On aura de nouveau un temps après son intervention pour pouvoir y répondre. Anne-Marie, je te laisse la parole. Merci Virginie, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Monsieur le Président, bonjour, Madame l'ambassadeur également. Alors, la coopération décentralisée franco-marocaine est une histoire de longue haleine et très forte. Les coopérations se sont multipliées, développées, parfois mises en sommeil, mais aujourd'hui, c'est à peu près 54 collectivités qui sont actives et réactives sur différentes thématiques dont je vous entretiendrai un petit peu plus avant. En 2011, avec le ministère de l'Intérieur marocain et plus particulièrement donc la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur, nous avons souhaité travailler main dans la main pour développer ces coopérations décentralisées en mettant en place ce que l'on appelle un dispositif conjoint. C'est-à-dire que pour tout euro que met la coopération française, enfin ministérielle, le ministère de l'Intérieur marocain met également 1 euro. C'est-à-dire que nous avons un travail où nous sommes à parité. Ce dispositif conjoint comporte 3 composantes. Un appel à projet qui est triennal, des séminaires de capitalisation et une bourse de partenariat. Alors, en ce qui concerne les appels à projets, depuis donc cette mise en place de dispositifs conjoints, nous avons eu 3 triennaux, 2012-2014 avec 22 projets. 2015 a été une période d'évaluation parce que c'était la première fois qu'on lançait ce type de dispositif et on voulait savoir où nous allions avec cela et si ça valait la peine de continuer. Cette évaluation nous a prouvé que c'était tout à fait intéressant et que les collectivités françaises comme marocaines souhaitaient que ce dispositif puisse continuer. En 2016-2018, un nouvel triennal, toujours avec 22 projets, et de 2019-2021, à ce jour, 18 projets, mais il reste encore la 3e tranche qui sera ouverte en fin d'année. Au total, ça veut dire que autant la DAECT que le ministère de l'Intérieur marocain, nous avons mis chacun dans l'enveloppe 1 914 000 € pour aider 62 projets. Et le montant total de ces projets représente à peu près 11 700 000 €. Donc, un chiffre important, des coopérations emblématiques, certaines qui continuent à se développer bien et qui ont permis peut-être aussi à d'autres collectivités de s'appuyer sur les acquis de ce qu'a pu comporter ces coopérations. La deuxième composante, ce sont les séminaires. Alors, ils permettent, comme je le disais précédemment, de capitaliser les acquis, de faire connaître l'évaluation des projets et leur réalisation.
de stimuler la coopération franco-marocaine, puisque à chacun de ces séminaires, nous essayons d'inviter des collectivités françaises qui n'ont pas de partenariat avec le Maroc, mais également nous invitons des collectivités marocaines à y participer aussi quand elles n'ont pas de coopération. Et donc, on encourage par ce biais de nouveaux partenariats qui sont sur des multiples thématiques. Alors, les séminaires que nous avons mis en place depuis ce début, on a eu l'intercommunalité à Ouarzazate en 2013. Nous avons fait la régionalisation au Maroc avec l'administration territoriale en France, donc à Rabat en novembre 2018. Nous avons fait, en 2015, pardon, le développement économique et la promotion de l'emploi à Casablanca en 2018. L'année passée, nous avons fait le tourisme durable et solitaire au service des populations, qui a eu lieu donc à Tanger en octobre 2019. Et le prochain donc sera les collectivités territoriales françaises et marocaines face à la pandémie et la Covid-19. La troisième composante, ce sont les bourses de partenariat. Alors, les bourses de partenariat ont pour le but de mettre en face des collectivités françaises ou marocaines en recherche de partenaires. Pour cela, autant l'ambassade que Cité Unie France et nous-mêmes faisons en sorte de trouver le partenaire idoine qui correspond à l'attente de l'une ou l'autre des collectivités territoriales. On a pu en développer à peu près une dizaine. C'est peu. Il y a eu peu de demandes côté français, un peu plus côté marocain. Mais bon, il faut essayer de trouver une volonté aussi côté français. Et il y a eu des époques où c'était un petit peu plus compliqué de mobiliser les collectivités françaises. Alors, pour mobiliser, je vais vous parler tout de suite d'un dispositif que nous avons mis en place au sein de la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, qui s'appelle donc Expertise Collectivité Territoriale. L'ancien nom était Pacte 3, dont certains d'entre vous ont entendu parler. En fait, nous essayons de mettre en valeur l'expertise française dont disposent les collectivités territoriales françaises. Chacune d'entre elles ont un savoir-faire emblématique que l'elle peut mettre en avant. Et à partir de là, nous souhaitons faire connaître ce savoir-faire auprès des collectivités en fait, du monde entier, pas seulement au niveau marocain. Mais dans la mesure du possible, là, on est sur du bilatéral. Donc, de ce fait, si une expertise est demandée par l'une ou l'autre des parties, nous pouvons les mettre en face l'une à l'autre et avec l'aide de l'ambassade de France, nous pouvons mettre à disposition de la collectivité un billet d'avion et la mise en place d'une enveloppe pour pouvoir, le séjour localement. Ça permet de pouvoir se rencontrer, de discuter du projet, de savoir s'il y a une capacité de pouvoir s'entendre pour développer une nouvelle disposition de coopération. Mais ça, on pourra en revenir en fonction des besoins des uns et des autres. Ensuite, bien sûr, nous avons les assises de la coopération décentralisée. Alors, celles-ci, en moyenne, ont lieu à peu près tous les 3-4 ans. Les dernières ont lieu en 2016 à Marrakech. Nous avions prévu de faire des assises cette année. Vous comprendrez très bien qu'avec la pandémie, c'était un petit peu compliqué. Et donc, elles sont reportées à une date ultérieure. Malheureusement, la pandémie nous poursuivant, ce sera difficile de la programmer dans les mois à venir, peut-être fin d'année 2021 après les élections, mais au mieux ce sera, je pense, 2022. Alors, ensuite, on va parler des thématiques. Les collectivités territoriales marocaines sont en recherche d'un certain nombre d'axes de développement. Pour ce faire, un certain nombre de collectivités françaises offrent des possibilités de développement et d'expertise. Alors, le thème général, je dirais, ce sont les renforcements des capacités
et la gouvernance territoriale. Il faut voir, comme vous l'a expliqué Élodie, que bon, la régionalisation a recréé en fait les territoires. Il y a un bouleversement intérieur, donc un besoin de formation des élus et des agents territoriaux, mais c'est aussi valable tant pour les provinces que pour les villes. Ensuite, il y a les grandes thématiques sectorielles. On peut parler du patrimoine avec ses formes diverses. Et si on prend par exemple la thématique du bâtiment, je peux donner des exemples avec Bordeaux-Casablanca. On a l'environnement touristique avec le parc naturel des Bauges, l'environnement culturel, valeur des terroirs gastronomie avec le Grand Est et la région de l'Oriental. On peut parler de l'environnement, le climat. C'est le cas par exemple de la région Sud-PACA avec Tanger-Tétouan, avec son service info-énergie, sur la transition écologique avec Dijon-Chefchaouen, sur le développement économique avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Rabat, Rabat-Salé. La formation, plus particulièrement la jeunesse, formation professionnelle avec les pays d'Issoire et Tiznit. On peut parler d'économie solidaire, insertion, handicap, accueil d'enfants. On peut parler d'Hérouville-Saint-Clair avec Arfille, Mantes-la-Jolie. On peut parler de numérique avec Angers et Rabat. On peut parler d'agriculture avec le centre Val-de-Loire et la région de Meknès. On peut parler aussi de filières agricoles comme celle du lait avec le département de l'Ille-et-Vilaine. On peut parler des activités, de l'aide aux activités féminines, de l'insertion professionnelle, de la protection des femmes avec le département de Seine-Saint-Denis. Et je peux continuer comme ça assez longtemps. Alors, je vous ai parlé des appels à projets. Comment participer à un appel à projet? Déjà, il faut avoir un partenaire bien identifié. Bon, ça, on peut vous aider à trouver le partenaire si vous le souhaitez. Ensuite, il faudra que vous ayez un accord de coopération avec une lettre intention pour que l'on puisse vous identifier et que vous soyez sûr de la réalité de votre programme et d'avoir la fiabilité de part et d'autre du suivi de l'action. À partir de là, on peut développer tous vos savoir-faire, de promouvoir vos compétences. Et je pense qu'avec un dispositif tel que le dispositif conjoint, avec l'appui de l'ambassade et avec l'appui de Situ Uni France et d'Élodie, vous avez trouvé là des interlocuteurs qui peuvent vous aider à mener à bien tous vos projets de coopération décentralisés. Voilà, je suis à vos dispositions pour les questions. Un grand merci Anne-Marie pour ce tour d'horizon sur ce dispositif conjoint qui comprend bien sûr les appels à projets, mais pas que. Donc on a une question dans le fil de la conversation posée par la ville de Bordeaux qui voulait savoir si, puisqu'il y a peut-être pourras-tu le rappeler Anne-Marie, qu'il y a un pourcentage à respecter de participation pour la collectivité française, pour la collectivité marocaine dans le montage budgétaire du projet que l'on dépose auprès de la DAECT. Voilà, elle faisait remarquer que certaines villes marocaines avaient parfois des moyens que les collectivités françaises n'avaient pas. Moyens? Oui. Donc, voilà, comment situer ce pourcentage? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'une évolution ou qui est en cours de réflexion? Alors, pour être honnête, les collectivités françaises ont quand même beaucoup plus de moyens que les collectivités marocaines dans leur ensemble. Les exceptions, c'est peut-être Casablanca ou peut-être Rabat, mais la plupart du temps, les collectivités marocaines ont peu de moyens et sont souvent assujetties à un problème de déconcentration qui n'existe pas ou peu, et ce sont souvent le Wali, donc l'aide gouvernementale, qui intervient. Donc, la participation
de l'État français et de l'État marocain dans tous les projets sont de l'ordre de 60%. Et le reste, donc les 40% restants, généralement, c'est la collectivité française à 30% et 10% pour la collectivité marocaine. Ceci dit, très souvent, il y a un rééquilibre. Quand la collectivité marocaine peut participer à plus, il est évident que la collectivité française peut diminuer sa participation, voire même que les deux États puissent également diminuer. Mais c'est rarement le cas, je vous l'assure. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter par rapport à cette question, c'est Elodie, c'est que par rapport au budget des collectivités, il faudrait s'attendre, mais ce sera peut-être le cas côté français, j'en sais rien, mais il faudrait s'attendre côté marocain à des réductions budgétaires. Donc, pour l'instant, l'heure n'est peut-être pas à la réduction des contributions de subventions parce que je crois qu'elles vont en avoir besoin. Merci Elodie, merci Anne-Marie. Il y a une autre question? Alors, de notre côté, bon, pour l'instant, il n'est pas prévu de révision budgétaire et nous resterions à peu près dans les enveloppes que nous avons mis sur la table depuis quelques années. Alors, bien entendu, pour 2021, nous verrons bien ce qu'il en est. Le dispositif sera de toute façon rediscuté l'année prochaine pour une mise en place d'un nouveau triennal 2022-2024. Merci Anne-Marie, merci Elodie. Une question d'Ada Bécouche à Colombes. Est-ce qu'on peut considérer que la coopération décentralisée franco-marocaine est plutôt dans un mouvement ascendant? Bon, alors là, je pense qu'on est... Question pas évidente, d'autant plus qu'on est dans une période tellement particulière. Je vous laisse apporter votre regard là-dessus. Moi, je dirais que c'est très difficile à évaluer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de partenariats existants ne reflète pas le dynamisme. Moi, je dirais que ça devient... il y a des projets de plus en plus intéressants. Il y a toujours des partenariats assoupis. Donc voilà, c'est vraiment difficile, mais dans l'ensemble, en tout cas, on va, à mon avis, vers un mouvement ascendant de la qualité. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un cadrage de part et d'autre, parce qu'il y a le dispositif qui incite à faire des projets de qualité. Il y a une exigence de part et d'autre. Voilà. Je ne sais pas ce que veut répondre Anne-Marie en complément. Alors, moi, je dirais que pour l'instant, la coopération est dans un mouvement, je dirais, stable du fait de la pandémie. Maintenant, comme dit justement Elodie, on est plus dans des coopérations, comme le mot indique, c'est vraiment coopérer, c'est-à-dire qu'il y a un apport de part et d'autre. On est moins dans ce que j'appelle le jumelage. Alors, vous m'excuserez, mais moi j'ai un propos, pour moi le jumelage, ça fait partie de ce qui existait dans les années 60 où on mettait fanfare, trompette et majorette. Bon, je ne dis pas qu'il faut supprimer, loin de là, hein, puisque ça part d'une volonté de mieux se connaître, mais les actions de coopération décentralisée sont plus sur des sujets, je dirais, plus importants, qui rentrent vraiment dans le ciment de l'association entre collectivités. Merci Anne-Marie. Si je peux me permettre, étant en charge du suivi de la coopération décentralisée française en direction de différents pays à Cités Unies France sur la Méditerranée, je peux juste ajouter en complément que la coopération décentralisée franco-marocaine reste l'une de celles sur le bassin méditerranéen des plus vivantes, pour ne pas dire la plus vivante, et qu'en soi, c'est révélateur d'un mouvement, s'il n'est pas ascendant, il se maintient de façon significative. Il y avait une dernière question également sur la question de l'autonomie des collectivités territoriales marocaines. Je pense que Elodie a apporté quelques éléments de réponse là-dessus dans sa présentation. Qu'en est-il de l'autonomie des collectivités? Peut-être, Elodie, je te laisse compléter un petit peu. On ne peut pas parler d'autonomie à partir du moment où les répartitions des compétences n'est pas encore figée, à partir du moment où surtout au niveau budgétaire, les collectivités ne sont pas encore maîtres de leur budget. Ça se met progressivement en place, la répartition
répartition des budgets, des financements, de ce qui vient de l'État, de ce qui vient des… Voilà, il y a encore tout ça, il y a un gros travail au niveau des finances locales à faire. Non, on n'est pas du tout dans l'autonomie pour l'instant des collectivités, pas du tout. Mais c'est sur la bonne voie. Là aussi, il y a des progrès. Si on compare, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, avant 2015, voilà, il y a d'énormes progrès, ne serait-ce que parce que les élus, par exemple, régionaux sont élus au suffrage universel. Voilà, il y a des progrès de ce genre, mais ce n'est pas encore complètement le fait. Merci Élodie. Une autre question encore, est-ce que les Wallis mettent en place des actions de mobilisation des collectivités pour qu'elles sollicitent plus les collectivités françaises? Je me permets de rebondir sur cette question pour poser la question, voilà, qu'est-ce qui est fait côté marocain pour informer les collectivités marocaines de ce que c'est que la coopération décentralisée, comment elles se l'approprient, quels sont leurs interlocuteurs? Alors, j'ai un homologue à la DGCT, M. Aïssam Kabdani, avec qui je travaille très bien, qui est très réactif. Donc, lui-même, il n'organise pas de séminaire comme celui d'aujourd'hui, mais je pense qu'il le fera après les élections. La DGCT est de tous nos séminaires, comme l'a dit Anne-Marie. Donc, à chaque fois, de nombreux élus sont là. Je pense qu'ils ont accès maintenant à l'information beaucoup plus facilement qu'avant. En transparence, il y a maintenant un site internet de la DGCT où il y a régulièrement des informations, les appels à projets qui sont publiés. Donc là aussi, ça va dans le bon sens. Merci Élodie. Écoutez, je m'excuse de prendre la parole, mais moi je suis un peu désespérée parce qu'on n'a aucune nouvelle de nos villes partenaires. Hein. Donc on est un peu… Je ne sais pas comment arriver à les remobiliser. Voilà, c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce qu'il y a vraiment un travail au sein du Maroc pour les remobiliser, pour nous solliciter? Parce que si on ne sait pas nous qui allons vers eux, ils ne viennent pas. Voilà. Le problème, alors ce n'est pas une histoire d'autonomie, ce n'est pas une histoire de DGCT qui les secoue, qui les informe ou quoi que ce soit. Le problème, je dirais, numéro 1 des collectivités territoriales marocaines, ce sont les ressources humaines, quantitatives et qualitatives. Donc, solliciter des collectivités françaises ou des partenaires multilatéraux étrangers, etc., c'est très facile, mais après, il n'y a personne pour suivre. C'est ça. Donc, je comprends un peu certaines collectivités qui ne s'engagent pas dans trop de projets parce qu'elles ne peuvent pas les mettre en œuvre. Donc, je comprends vos difficultés, je l'entends régulièrement, vous n'avez pas de réponse, que vous relancez. Et c'est particulièrement vrai actuellement au niveau des communes. C'est beaucoup moins vrai au niveau des régions. Mais au niveau des communes, c'est difficile. Après, il y a aussi peut-être une explication politique. Beaucoup de villes ont été gagnées par le Parti Justice et Développement, je ne sais pas, peut-être qu'il y a moins la fibre de la coopération. Il y a parfois des problèmes linguistiques aussi. Donc, effectivement, il fallait un petit peu faire un panorama. Au niveau des villes actuellement, ce n'est pas le meilleur secteur de la coopération décentralisée. Mais je ne pense pas que ce soit de la faute de la DGCT. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a aussi quand même des communes où ça marche bien. Je pense à l'île Oujda qui a fait des beaux projets. Donc, bon. Je crois qu'il ne faut pas lâcher prise. Ce que vous avez fait comme démarche de mettre un volontaire en poste dans la collectivité partenaire, c'est une très bonne initiative. On remarque que les coopérations où il y a justement un représentant, un jeune qui est là, ça fait du bien aux coopérations. C'est ce qu'a fait justement l'île Oujda, c'est ce que fait la région Centre-Val de Loire avec la région Fès-Meknès. Là, ça marche bien. Enfin, ça marche mieux en tout cas. Merci Élodie. En complément de ce qui vient d'être dit, voilà, Élodie a parlé de convergence sur l'organisation administrative et c'est une chance et parfois c'est aussi une difficulté parce que derrière les mêmes mots ou les apparences d'équivalence, les collectivités marocaines sont quand même souvent moins bien outillées, que ce soit en moyens humains, en compétences.
et elles ne sont pas toujours, alors qu'on le pense, à l'image des collectivités territoriales françaises. Et c'est une difficulté avec laquelle vous avez tous à travailler et tous à faire face. Il y avait une question sur le fait que les collectivités françaises participeront-elles au webinaire des 3 et 24 novembre. Bien sûr, les françaises et les marocaines, j'y réponds tout de suite. Ce webinaire était franco-français, les 2 prochains seront franco-marocains. S'il n'y a pas d'autres questions... Pardon. Oui, Geneviève Sevrin, si je peux me permettre, du coup, à l'occasion de ces webinaires qui croiseront collectivités françaises et marocaines, ce sera peut-être l'occasion justement pour les collectivités françaises, non pas d'être accusatrices en disant alors on ne vous entend plus, mais de dire voilà, on constate qu'il y a des difficultés, c'est pas fluide, etc. Comment pouvons-nous vous aider et comment pouvons-nous identifier justement les freins à la coopération côté marocain et comment collectivement réfléchir à lever ces freins, alors soit via les dispositifs qui viennent d'être évoqués, soit à d'autres à imaginer, mais en tout cas ce sera important d'entendre la parole des collectivités marocaines elles-mêmes, et je dirais sans leurs intermédiaires, parce que je pense que le ministère peut avoir d'autres réponses que les collectivités. Alors toute la question sera de savoir quelle sera la marge de liberté de parole, je dirais, des collectivités en présence de leur ministère. Bon, si Mohamed Boudra est là en tant que président de CGLU, je pense qu'il a une parole assez libre, bien que quoi. Enfin, en tout cas, ce sera l'occasion d'échanger de partenaire à partenaire aussi. Merci Geneviève. Je crois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas immédiatement, sur ce point-là à l'ordre du jour. Donc, je propose que l'on passe maintenant au dernier point à l'ordre du jour qui concerne justement Cités Unies France et le groupe Pays Maroc. Et je vais donc laisser la parole à Geneviève Sevrin, directrice générale de Cités Unies France, pour vous présenter à la fois l'association et le groupe Pays Maroc pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà. Geneviève. Oui, en quelques mots très rapides, puisque beaucoup de choses ont été dites. Donc, Cités Unies France fédère les collectivités françaises engagées à l'international, en coopération ou en action internationale, quelle qu'elle soit. Et l'idée pour nous est de jouer sur deux niveaux. D'une part, en étant en tant que tête de réseau en appui aux collectivités et à leurs attentes, notamment en proposant donc via les groupes pays de réunir les collectivités qui travaillent sur un même pays pour partager problématiques et élaborer des démarches communes, des projets communs, des assises de coopération, des recherches, enfin voilà. C'est aussi tout un des dispositifs d'appui via le DECOL qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est en fin de compte la mise à disposition d'une ingénierie de projet au sein des collectivités pour aider à monter un projet ou pour venir en appui à la définition d'une stratégie internationale. Et c'est tout un certain nombre d'appuis, de dispositifs, de rencontres pour venir en appui, les webinaires géopolitiques, les formations, etc. Et puis on a aussi cette fonction un peu plus, je dirais, syndicale, entre guillemets, de porter la parole des collectivités dans les instances nationales et internationales. Donc, nationale au sein de la CNCD avec le ministère, au CNDSI et au sein d'autres instances pour rappeler le rôle spécifique des collectivités qui ne sont ni des ONG, qui ne sont pas des instances internationales, dont l'international n'est pas l'objet unique, puisque l'objet unique d'une collectivité, c'est l'aménagement durable de son territoire, mais qui justement, forte de cette compétence d'aménagement durable de ce territoire, peuvent venir en appui, en assistance à maîtrise d'ouvrage, de pair à pair envers des collectivités pour réfléchir à des problématiques communes sur des biens communs et élaborer ensemble des solutions concrètes à des problématiques communes. Et puis ça, on le porte aussi au niveau européen, puisqu'on est membre de Platforma et puis on est membre fondateur de CGLU. Donc bien évidemment, dans toutes ces instances, on porte cette parole spécifique des collectivités et leur reconnaissance dans la Maison France et dans la façon dont la diplomatie des collectivités et des villes, des régions, des départements vient en appui et en complément à la diplomatie de l'État. Donc voilà, et le groupe Pays Maroc est un des plus anciens, et Virginie l'a rappelé, et des plus nombreux. Alors effectivement,
la période n'est pas facile, puisqu'avec la crise sanitaire, on ne se déplace plus. Ceci dit, on a constaté à la fois pendant le confinement et depuis, et pas que sur le Maroc, mais une énorme demande des collectivités d'international. Et alors, voilà, c'était pas du tout quelque chose d'évident au départ. On a plutôt imaginer une forme de repli sur soi. Alors nous, on a largement milité pour éviter le repli sur soi et se dire que, y compris face au Covid, les réponses n'étaient pas que françaises, elles étaient internationales et qu'il y avait en plus une solidarité apportée dans cette crise. Et on a énormément de sollicitations d'élus, de collectivités, alors notamment des nouveaux élus post-municipales, mais pas que. Et on se réjouit énormément de cette demande d'international. Alors, avec ses limites, avec le fait de ne pas pouvoir aller voir ses partenaires, le fait d'être en visio, etc. Mais cette demande d'international et cette demande d'échange, d'ouverture et de discussion de problématiques communes est quelque chose qui nous a un peu étonnés, mais qui nous réjouit et sur lequel on essaie de travailler pour apporter justement des appuis et des éléments de réponse. Donc voilà, Virginie Rouquette qui est à la tribune avec Anne-Marie, avec Élodie Martinière, donc travaille sur ce groupe Pays Maroc, donc qu'elle anime au sein de Cités Unies France. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle, voilà, si vous souhaitez plus d'infos et si vous souhaitez mieux nous connaître et éventuellement nous rejoindre, nous nous en réjouirons en tout cas. Merci Virginie. Merci Geneviève. On est bien sûr donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Y a-t-il, alors il y avait eu un commentaire, alors la personne n'a pas précisé son nom ou son prénom donc, et sa collectivité, mais en tout cas elle proposait, en rebondissant sur ce qui avait été dit auparavant, pour renforcer les capacités des collectivités marocaines, de développer des missions de longue durée pour des jeunes cadres marocains. Il y a plein de façons, je crois, de réfléchir à la question du renforcement des capacités des collectivités marocaines, et la coopération décentralisée est une des principaux moyens d'y réfléchir et d'agir en ce sens-là. Excuse-moi Virginie, c'est Rémi Algued qui est le représentant de France Volontaire au Maroc. Je ne sais pas s'il veut prendre la parole, ce serait intéressant qu'il nous dise 2 mots. Alors, monsieur. Bonjour, voilà. merci Élodie. Oui, en fait, l'idée, c'était, puisqu'on développe, moi, je pense notamment à un projet qu'a piloté tout récemment la région Centre Val-de-Loire. Alors, ce n'était pas pour, renforcer les capacités des collectivités marocaines partenaires de leur coopération, mais ils ont mené un programme très intéressant avec des jeunes marocains, jeunes mauritaniens, sénégalais, etc., qui ont été invités dans le cadre de volontariat de réciprocité pendant plusieurs mois en région centre. Et nous, on voit un petit peu tout l'apport que ça a pu apporter. Alors, par rapport à la remarque, en effet, si une collectivité marocaine dispose malheureusement de ressources humaines faibles, mais peut-être que ça voudrait dire un peu dans une projection sur l'avenir. Je pense, puisqu'on nous sommes impliqués sur la coopération entre Lille et Oujda, où il y a un projet dans le domaine de l'énergie qui est très, très intéressant et assez innovant. Aujourd'hui, en effet, il y a ce projet de remobiliser un volontaire français pour accompagner la commune d'Oujda dans ce projet-là. Et pourquoi pas, en parallèle, de mobiliser aussi un jeune cadre marocain, peut-être à recruter, pour qu'il soit aussi renforcer ses capacités pour l'avenir. Et donc, lui sera par contre peut-être sur l'île. Aujourd'hui, le service civique, en tout cas, permet de développer ce type de projet et de renforcement de capacité. Voilà. Merci pour ces éléments de complément qui donnent des pistes de réflexion et d'action. Une autre question est arrivée. Virginie ? Oui. Je voulais revenir sur les formations. On a parlé beaucoup des problèmes de ressources humaines dans les collectivités territoriales. Il faut savoir que l'Association des régions de France, sous la houlette de Occitanie, a mis en place un grand programme de formation des élus régionaux et agents territoriaux régionaux
en lien avec l'association régionale, avec les régions du Maroc. Aujourd'hui, quelques régions françaises participent à ce programme. Nous souhaiterions mentionner le fait qu'il serait souhaitable que d'autres régions françaises puissent s'associer à ce programme pour lui donner encore davantage d'ampleur. Et certaines de ces régions ont des partenariats avec des régions marocaines et elles ont cette possibilité de donner, de favoriser leur expertise auprès des régions marocaines. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Occitanie, de Région de France ou de l'Association des régions marocaines pour développer cette expertise nécessaire. Merci Anne-Marie. Je me permets de lire une autre question qui est arrivée sur la coopération tripartite franco-allemande. Dans quelle mesure elle était possible? Selon quelle modalité? Si Élodie, tu as des éléments, ou Anne-Marie? Je me permets juste une incise, parce qu'on est en train de discuter donc, avec l'association des collectivités, enfin des municipalités allemandes et sa commission internationale. On est en train de discuter avec eux des enjeux d'une coopération triangulaire avec des collectivités africaines au sens large, pas spécifiquement marocaines pour le moment, mais dans nos discussions, donc d'associations de collectivités à associations de collectivités, pourquoi ne pas évoquer aussi, puisqu'il y a énormément de villes jumelées franco-allemandes, pourquoi ne pas évoquer aussi dans des coopérations en triangle le fait d'associer aussi du franco-marocain, franco-germano-marocain. Je sais qu'il y a des collectivités qui le font, notamment en lien avec l'OFAGE ou d'autres. Donc voilà, en tout cas, c'est une démarche qu'on est en train de mener nous et on pourra revenir vers vous avec aussi les éléments des collègues allemands. Alors, je me permets simplement de rebondir. Excusez-moi, Laurence Levaudel, je vais rallumer la caméra, excusez-moi. Je me permets de rebondir sur cette coopération franco-allemande qui, effectivement, est un outil beaucoup moins utilisé que dans certaines zones aussi parce que l'Allemagne a une coopération extrêmement concentrée au Maroc sur le champ économique et développement durable, mais plus au niveau réellement de l'État. Après, il y a quand même de nombreux acteurs allemands, notamment des fondations politiques, qui sont toutes présentes ici in situ. Pour autant, la coopération décentralisée avec les villes allemandes est moindre si l'on compare chez nos partenaires européens par rapport à la Belgique ou l'Espagne, mais c'est évidemment aussi une histoire de relations entre les pays et de diaspora très certainement présente. Mais elle n'est pas impossible. L'OFAGE, les fondations politiques sont aussi, je pense, à un moment donné, des relais qu'on peut mobiliser, nous, ou vous aider à mobiliser sur place. Merci, Madame Levaudel. Y a-t-il des compléments sur cette question? Oui, Virginie, Anne-Marie à l'appareil. Ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de nos appels à projets, nous pouvons prendre en compte des coopérations tripartites, voire quadripartites. Ça nous est arrivé sur des appels à projets que nous avons eus, notamment avec l'Algérie, avec la Tunisie ou dans d'autres pays du monde. Donc, c'est faisable. Alors, je partage une dernière question, puis je crois après, il faudra que nous arrivions à la conclusion de cet échange. Ada Begouche, à Colombes, posait la question par rapport au fait qu'il y a donc un dispositif, là, ou quelque chose qui est fait en faveur de la formation au niveau régional au Maroc, sur le projet des régions 2021. Y a-t-il une possibilité d'étendre ce type de dispositif, pas seulement pour les régions, mais notamment pour les communes? Est-ce que c'est envisagé? Il n'y a rien actuellement en discussion à ce niveau-là, mais une proposition pourrait être faite au niveau de l'Association marocaine des présidents de conseils communaux, MPCC, s'il y avait une démarche côté français. On peut imaginer quelque chose du côté de l'Association des
grandes villes de France ou des maires de France, enfin, une des associations fêtières. Pourquoi pas? Il faudrait que ça vienne déjà de la France, peut-être. Bon, j'ai bien entendu. Très bien. Peut-être qu'on peut dire 2 mots, Anne-Marie, sur justement rebondir sur les prochains séminaires, notamment sur l'intercommunalité. Je te laisse parler. Absolument. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque année, nous faisons un séminaire de capitalisation important. Donc, nous avons prévu pour le prochain, c'est sur la Covid, comme la réaction des collectivités françaises et marocaines face à la pandémie, donc le 3 novembre, en présence du Wali Khalid Safir, de Madame Moreau, de l'ambassadrice de France au Maroc. Et donc, ensuite, nous aurons en début de l'année prochaine un autre séminaire sur l'intercommunalité. Là, pour l'instant, on espère pouvoir le faire en présentiel, mais ça, c'est un peu trop tôt pour le confirmer. Et nous devrions donc pouvoir avoir une disposition à vous proposer d'ici la fin de l'année. Merci Anne-Marie. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que malheureusement, Madame Moreau et Monsieur Rebsamen ont dû quitter cette réunion pour d'autres engagements. Et il avait donc été proposé à Geneviève Severin de conclure cet échange. Puisque maintenant le prochain rendez-vous est noté par tout le monde pour le 3 novembre, c'est-à-dire très rapidement, dans une semaine, sur les questions de Covid, je vais laisser Geneviève Severin dire quelques mots de conclusion. Merci Virginie, je vais conclure très rapidement parce que l'essentiel a été dit et je ne vais pas délayer encore le propos. Je voulais d'abord vous remercier toutes et tous pour votre participation pour ces 2 heures d'entretien. Merci aux intervenantes, à la fois de l'ambassade de France et de la DAECT, des interventions passionnantes et extrêmement éclairantes sur la situation, l'organisation marocaine, les priorités. Et merci d'avance de nous transmettre effectivement les diaporamas pour les associer au compte-rendu qui vous sera envoyé. Bien évidemment, rendez-vous, donc vous êtes tous noté le 3 novembre prochain pour poursuivre cette démarche. On avance en marchant et on se nourrit des réunions et des échanges pour améliorer nos coopérations. Effectivement, peut-être un espoir de pouvoir aussi se voir en présentiel, comme on dit maintenant, en distanciel et présentiel, mais bon, rien n'est sûr et la prudence s'impose. En tout cas, je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée, une excellente semaine. Encore renouveler mes remerciements aux intervenants et aux participantes et participants, et vous dire donc que vous donnez rendez-vous le 3 novembre prochain. Bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.